112 000 $. Au moment où j'enregistre, c'est le nouveau record que le Bitcoin vient d'atteindre. Et certains commencent même à le comparer sérieusement à l'or. Comment un code informatique né dans un forum peut concurrencer 5 000 ans d'histoire monétaire? En 2010, 10 000 bitcoins achetaient 2 pizzas. Aujourd'hui, un seul bitcoin peut vous acheter plus de 5 000 pizzas. Alors, folie passagère ou bascule durable? Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ce qui a entraîné la dernière hausse du bitcoin, passer en revue les atouts et les faiblesses des deux actifs, et regarder le prix que pourrait atteindre le bitcoin dans différents scénarios d'adoption. Moi c'est Albert, je suis un étudiant français en informatique en Suisse, passionné de finance, et sur cette chaîne, j'utilise mes compétences en informatique et en analyse de données pour décortiquer les grands sujets financiers et t'aider à faire de meilleurs investissements. Ce genre d'analyse me prend pas mal de temps à préparer, alors si ça te plaît, pense à t'abonner pour soutenir le projet. Avant de pouvoir comparer le Bitcoin et l'or, il faut déjà qu'on comprenne ce qui a provoqué cette nouvelle envolée du Bitcoin. Pourquoi est-ce que le prix a explosé? La première raison qui explique cette hausse, c'est l'arrivée de plus en plus massive des institutionnels sur le Bitcoin. Par exemple, rien que sur le mois de mai, les ETF Bitcoin ont engrangé plus de 5 milliards d'euros d'entrées, et depuis à peu près le milieu du mois d'avril, il y a eu quasiment que des flux entrants sur les ETF Bitcoin. Ça veut dire que chaque jour, il y a eu plus d'entrées que de sorties, et dans des montants très conséquents. Et ce qui fait qu'actuellement, les ETF Bitcoin ont plus de 130 milliards d'euros sous gestion. Et par exemple, sur la journée du 12 mai, l'ETF IBIT de BlackRock a été l'ETF avec les flux quotidiens les plus élevés, avec presque 900 millions de dollars, et a capté plus de 8 milliards de dollars sur les 5 dernières semaines. Et cet ETF IBIT qui compte plus de 70 milliards d'actifs, il se classe en 6e position des plus gros ETF du monde, toutes catégories confondues, et il est juste derrière l'ETF GLD, qui est le plus gros ETF d'or. Et la différence est seulement de 20 milliards, donc pas si grande que ça, alors qu'on le rappelle, l'ETF Bitcoin est beaucoup plus récent. La deuxième raison qui explique cette montée récente du Bitcoin, c'est qu'il y a de plus en plus de feux verts réglementaires, surtout du côté des États-Unis, dans tout ce qui est lié de près ou de loin à la crypto, parce qu'on sait tous que Trump est plutôt pro-crypto, et donc il y a de plus en plus de mesures qui sont prises dans cette direction, ce qui a tendance à rassurer les gestionnaires d'actifs et à accélérer l'adoption des crypto-monnaies, et donc du Bitcoin. Ensuite, selon moi, la troisième raison qui explique cette hausse récente, c'est le halving qui a eu lieu l'année dernière, précisément le 20 avril 2024, et qui a réduit la récompense minée à chaque bloc à 3,125 bitcoins, ce qui limite encore plus la création monétaire et l'inflation du bitcoin, qui est aujourd'hui autour des 0,85%, et les effets du halving commencent à se faire ressentir sur le prix, parce que c'est de plus en plus compliqué de miner un bloc, et donc de plus en plus cher, mais la récompense elle a baissé, donc il y a un équilibre qui doit être trouvé, et ça pousse forcément le prix vers le haut. Ensuite, le quatrième gros facteur qui pousse le bitcoin vers le haut, c'est la mise en place d'un fonds stratégique en bitcoin par les États-Unis, annoncé par Donald Trump. Comme je vous ai dit, l'administration Trump est très pro-crypto, et ça c'est une étape de plus vers l'adoption du bitcoin, c'est la mise en place de ce fonds stratégique. Pour l'instant, ce fonds stratégique, il va commencer avec 200 000 bitcoins qui ont été saisis lors d'affaires judiciaires et qui seront pas revendus, mais qui seront gardés pour la création de ce fonds. Mais un truc à prendre en compte dans la création de ce fonds stratégique, c'est que Donald Trump a dit que la création de ce fonds serait neutre pour les contribuables, et donc ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément d'investissement direct, mais les bitcoins viendraient plutôt de sources détournées, comme par exemple ces 200 000 bitcoins qui ont été saisis, mais qui n'ont pas été vendus, alors que c'était le cas dans le passé quand il y avait des saisies, les bitcoins étaient vendus. Maintenant, c'est plus le cas. Donc ce fonds ne devrait pas grandir de manière très rapide, mais rien que le fait qu'il existe, rien que le fait que les États-Unis, le pays le plus puissant du monde, aient créé un fonds comme ça rassure forcément les investisseurs et ça supporte l'adoption de la monnaie. Et ensuite, le dernier gros facteur qui explique cette hausse, c'est la baisse du dollar sur les derniers mois, notamment avec l'annonce des tarifs douaniers de Trump. Parce que oui, le Bitcoin a atteint son ATH en dollars, mais en euros, on est encore loin du sommet. Parce qu'en début 2025, le Bitcoin avait atteint plus de 102 000 euros, alors que le pic de la montée actuelle au moment où j'enregistre est de moins de 100 000 euros. Donc forcément, la grosse sous-performance du dollar par rapport à l'euro et par rapport à toutes les autres monnaies a fait en sorte qu'atteindre un nouvel ATH était beaucoup plus facile pour le Bitcoin. Ça, c'était tous les facteurs qui expliquent la hausse. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas encore quelques ingrédients manquants que si ces conditions étaient réunies, ça pourrait provoquer une hausse encore plus forte? Comme je vous l'ai dit, dans la période actuelle, c'est surtout les institutionnels qui font monter le prix. Mais de l'autre côté, l'intérêt des investisseurs particuliers est pas vraiment au plus haut. Un bon moyen de voir ça, c'est regarder la quantité de recherche du mot Bitcoin sur Google pour voir si la crypto est en tendance et pour savoir s'il y a beaucoup de nouveaux investisseurs particuliers qui s'intéressent. Et bah quand on regarde l'évolution des analytics Google, on voit que l'intérêt des particuliers est vraiment très faible, quasiment au plus bas. On est déjà très loin de la popularité atteinte au début d'année, et surtout vraiment très loin de la hype qu'il y avait en 2020 et 2021, ce qui pourrait dire qu'il y a peut-être encore un peu de carburant à aller chercher. Et un autre indicateur qui nous montre que les particuliers sont pas encore très emballés, c'est que l'application Coinbase, qui est la plus grosse application et qui est très utilisée aux États-Unis, n'est classée que 3 centièmes sur l'App Store dans le classement des apps les plus téléchargées, ce qui est vraiment un très bon indicateur pour nous dire que pour l'instant, les particuliers sont pas vraiment très intéressés de ce qui se passe du côté du Bitcoin, et que si leur intérêt commençait à revenir, ça pourrait provoquer une hausse encore plus forte. Ok, donc on a une conjonction de facteurs assez puissantes qui ont poussé le Bitcoin vers un record, mais est-ce que ça en fait pour autant un concurrent à l'or? Pour répondre à ça, il faut qu'on commence par voir qu'est-ce que ces deux actifs ont en commun, pour savoir si le Bitcoin est vraiment l'or numérique. Le premier gros point commun des deux actifs, c'est leur couleur. L'or c'est jaune, le Bitcoin c'est orange. Si vous vous rappelez de vos cours d'art plastique, sur le cercle chromatique, le jaune et le orange sont juste à côté, ce qui montre vraiment une grosse similarité entre le Bitcoin et l'or. Plus sérieusement, le premier gros point commun, c'est qu'ils ont tous les deux une offre limitée. Du côté du Bitcoin, on sait qu'il n'y en aura jamais plus que 21 millions, et c'est ça qui fait sa grande force. Un stock limité et une inflation qui tend vers zéro. Du côté de l'or, actuellement, il y a environ 216 000 tonnes d'or qui ont déjà été extraites, et une croissance d'un peu moins de 2% par an.
Ensuite, ils servent tous les deux de réserve de valeur, et ils sont tous les deux recherchés pour se protéger contre la dépréciation monétaire et l'inflation. Et ça, tout simplement parce qu'ils ont une offre limitée. Un autre point commun et qui le différencie beaucoup des autres classes d'actifs, c'est qu'avec l'or et le bitcoin, il n'y a aucune création, aucun flux de coupons, de dividendes. La performance vient uniquement de l'évolution du prix et il n'y a aucun revenu interne. Pas d'intérêt composé, pas de production de valeur, seulement une réserve. Et c'est sur ce point que beaucoup de personnes ont du mal avec l'or et le bitcoin, contrairement aux actions par exemple où la hausse est drivée par la croissance de l'entreprise et la production de plus en plus grande. Ici, les deux actifs sont des réserves de valeur et ils ne produisent rien, mais permettent simplement de conserver la valeur dans le temps. Le point commun suivant, c'est que les deux sont très liquides. Sur l'or, on est à presque 300 milliards de dollars de transactions par jour, et sur le bitcoin, on a sur certaines journées atteint plus de 100 milliards de transactions grâce à l'introduction des ETF Bitcoin et le fait que ce soit coté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une autre similitude dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, c'est qu'ils sont tous les deux disponibles sous la forme d'ETF, pour l'or depuis 2003 et pour le Bitcoin depuis 2024. Et enfin, le dernier point commun que j'ai trouvé, il y en a peut-être d'autres, je vous laisse me les dire en commentaire si vous en avez, c'est qu'ils servent tous les deux de couverture en cas de problème géopolitique. Et en général, quand l'incertitude mondiale augmente, le prix de ces deux actifs ont tendance à exploser, même si c'est un peu plus vrai pour l'or. Par exemple, avec la crise des tarifs douaniers de Trump, l'or a explosé et fait largement mieux que les indices. Sur le papier, il y a quand même pas mal de similarités. La rareté, l'indépendance, le fait qu'il n'y a aucun rendement. Mais quand on creuse un peu plus loin, le Bitcoin a aussi des atouts très spécifiques que l'or n'a pas du tout. Le premier gros avantage du Bitcoin par rapport à l'or, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est le fait que sa création monétaire soit programmée et plafonnée à 21 millions de Bitcoins. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoins. Pour l'or, c'est un peu différent. À l'heure actuelle, il y a 216 265 tonnes d'or qui ont été extraits. Mais on sait déjà que dans les prochaines années, l'or va continuer à être miné et on estime qu'en 2035, il y aura 256 000 tonnes d'or, donc plus 18% par rapport à aujourd'hui. Ensuite, on estime aussi que dans la croûte terrestre qui sera accessible à moyen terme, il y a au total 280 000 tonnes d'or qui pourraient être atteintes. Encore 25 000 tonnes d'or en plus, et ça veut dire que la quantité d'or disponible actuellement à la surface est de 77% de cette quantité qui pourrait être accessible dans la croûte terrestre. Ça, c'est la quantité d'or dans la croûte terrestre accessible, mais si on inclut tout l'or qu'il y a dans la croûte terrestre, dont une grande partie peut pour l'instant pas être atteinte à cause des limitations technologiques, et dont une grande partie ne sera probablement jamais atteinte, on arrive à une quantité d'or de 10 puissance 11 tonnes. Et pour vous donner une idée, les 216 000 tonnes d'or qu'on a déjà minées représentent seulement 0,00021%. Et si on regarde pas seulement la croûte terrestre, mais aussi la Terre complète, incluant son noyau, on arrive à 1,6 quadrillion de tonnes d'or, ce qui est vraiment un nombre gigantesque, et ce qui fait que la quantité d'or qu'on a réussi à extraire au-dessus de la surface, par rapport à la quantité d'or totale qu'il y a sur la planète Terre, en comprenant son noyau, on a seulement extrait 10 puissance moins 8% de tout l'or sur Terre. C'est tellement petit qu'on n'arrive pas à s'imaginer. Et juste pour le plaisir des yeux, je vous mets la quantité d'or qu'il y a dans le système solaire, dans la Voie lactée et dans l'univers observable, et la quantité que ce qu'on a déjà extrait représente par rapport à cette quantité totale. Et ça nous permet de se rendre compte que l'or n'est pas vraiment si rare que ça. Même si bien sûr on pourra jamais miner et récupérer tout cet or, ça nous permet quand même de se faire une idée. Et vous dites que ça sert à rien de regarder l'or qu'il y a sur les autres planètes parce qu'il n'y a aucune chance qu'on puisse le miner. Mais détrompez-vous parce qu'il y a des entreprises comme Astroforge qui a comme projet principal d'aller miner sur des météorites et de renvoyer la production sur Terre. Donc bien sûr, on pourra probablement jamais envoyer des fusées à des centaines d'années-lumière pour aller miner de l'or, mais ça pourrait quand même sensiblement augmenter la production. Et quand on regarde la production d'or sur les 200 dernières années, on voit quand même que la production annuelle a explosé, donc non, l'or n'est pas aussi limité que le Bitcoin. Ensuite, le deuxième gros avantage de Bitcoin, c'est le fait qu'il soit divisible à l'extrême. La plus petite unité de Bitcoin avec laquelle on peut interagir, c'est un 100 millionième de Bitcoin, qu'on appelle aussi un Satoshi, et qui permet de faciliter les micro-paiements. Par exemple, avec un Bitcoin à 100 000 dollars, un Satoshi, ça vaut 0,1 centime. Donc même si, soyons fous, le prix du Bitcoin passe à 1 million de dollars, et ben un Satoshi, ça vaudra quand même 1 centime, ce qui permettrait facilement de réaliser des micro-paiements, et qui pourrait potentiellement être utilisé dans la vie de tous les jours, même si selon moi, ça doit pas être l'objectif principal du Bitcoin. Mais quand on regarde du côté de l'or, par exemple, un gramme d'or vaut environ 100 euros, et donc c'est quasiment impossible à utiliser dans la vie de tous les jours. Imaginez vous voulez acheter un café à 2 euros, ça va être impossible de diviser l'or pour atteindre la bonne quantité. Un autre gros avantage du Bitcoin, c'est que les transferts que vous pouvez faire sont très rapides et coûtent quasiment rien par rapport à l'or. Imaginez que vous devez faire voyager l'équivalent d'1 million de dollars en or des États-Unis vers la Chine. C'est hyper compliqué, il faut mettre en place des infrastructures, le transporter en bateau ou en avion, gérer la sécurité, etc. Alors que le Bitcoin, il suffit simplement de faire une transaction sur la blockchain, ça va vous coûter quelques euros et vous aurez aucun frais supplémentaire. Quatrième gros avantage, c'est que le Bitcoin est coté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui permet une liquidité même quand les marchés traditionnels sont fermés. Ensuite, par définition, le Bitcoin est transparent et auditable. Toutes les transactions sont enregistrées sur une blockchain publique et c'est possible pour n'importe qui de vérifier qu'une transaction a bien eu lieu ou alors qu'un compte possède bien le bon montant de Bitcoin. Pour l'or, c'est complètement différent. Par exemple, certaines personnes aux États-Unis commencent à douter du fait que Fort Knox, la réserve principale de l'or des États-Unis, ne contient pas la quantité d'or qu'on pense,
Et bah pour faire un audit de ça, ce serait très compliqué parce qu'il faudrait déplacer l'or pour pouvoir l'examiner, ce qui fait que c'est estimé que si jamais un audit devait avoir lieu, ça prendrait plus d'1 an et demi, alors qu'avec le Bitcoin, ça aurait été instantané. Ensuite, le Bitcoin est résistant à la censure, parce que c'est un réseau décentralisé et que c'est quasiment impossible à saisir ou à bloquer. Le septième gros avantage du Bitcoin par rapport à l'or, et qui est très relié à certains avantages précédents, c'est que le coût de stockage du Bitcoin est quasiment nul. Une clé suffit et pas forcément besoin de le garder dans un coffre-fort. Et même dans un cas extrême, juste un bout de papier avec 24 mots écrits pourrait vous suffire à garder des milliards. Alors bien sûr, il y a quelques mesures de précaution à mettre en place, mais c'est largement plus simple qu'avec de l'or. Une autre particularité du Bitcoin, qui peut être à la fois un point fort et un point faible, ça dépend du point de vue, c'est sa volatilité qui est largement plus élevée que l'or. On est autour des 50%, alors que l'or on est plus autour des 15%. Mais ce risque s'associe aussi avec un rendement potentiel très élevé. Parce que si les deux actifs ont des propositions de valeur assez proches, le Bitcoin est juste largement en retard par rapport à l'or, donc oui, il y a plus de volatilité, mais un retour espéré potentiellement plus important. Ça, c'était tous les avantages du Bitcoin, mais bien sûr, l'or a aussi ses cartes à jouer. Il n'a pas tenu 5000 ans comme réserve de valeur universelle par hasard. Alors voici ce que le métal jaune conserve comme avantage face à son challenger numérique. Le premier gros avantage qu'a l'or par rapport au Bitcoin et qui est clairement incontestable, c'est le fait que l'or est reconnu depuis plus de 5000 ans et a été utilisé comme monnaie, comme réserve de richesse à travers toutes les civilisations. Alors que le Bitcoin, il existe depuis même pas 20 ans. Donc forcément, ça fait une grosse différence dans la confiance que les acteurs du marché vont accorder aux deux actifs. Deuxième point fort de l'or, c'est que c'est un actif tangible. On peut le toucher, et il n'a aucune dépendance à l'électricité ou à l'infrastructure numérique. Même si pour être honnête, la probabilité que le Bitcoin s'effondre du jour au lendemain est très très proche de zéro. Parce qu'il faudrait que tout le réseau internet soit complètement détruit, ce qui est heureusement très peu probable d'arriver, et si c'est le cas, il y a de très fortes chances qu'on soit tous morts. Et même dans le cas où l'internet mondial explose complètement, eh ben, il y a même des nœuds du réseau Bitcoin en orbite. Donc même dans la situation extrême où tout l'internet sur la planète est détruit, eh ben, le réseau pourrait quand même continuer à tourner en orbite. Ensuite, troisième gros point fort de l'or, je vous ai déjà dit tout à l'heure que le Bitcoin est beaucoup plus volatile que l'or. On est à 50% de volatilité annuelle pour le Bitcoin, alors que l'or, on est à seulement 15%. Donc ça permet largement de réduire le risque du portefeuille. Et c'est en général ce qu'on cherche pour une valeur refuge, c'est de faire diminuer la volatilité du portefeuille, pas la faire augmenter. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que l'or gagne. Mais c'est vrai aussi que cette faible volatilité est très liée au fait que l'or est beaucoup plus ancien et établi, et qui a donc aussi un potentiel de croissance beaucoup moins élevé que le Bitcoin. Ensuite, même si l'or et le Bitcoin sont très liquides tous les deux, l'or est quand même largement plus liquide, avec plus de 3 fois plus de transactions quotidiennes, ce qui est vraiment pas négligeable quand on a des gros montants à transférer. Autre avantage de l'or, c'est qu'il est soutenu par les banques centrales. 6,5% des réserves mondiales sont détenues en or. Et on a atteint des achats nets records en 2025. Un autre facteur, lié au fait que ce soit un actif tangible, c'est qu'il y a une vraie demande industrielle pour l'or, qui a été au premier trimestre 2025 de 80 tonnes, que ce soit pour l'électronique, l'IA ou la santé. Même si pour être honnête, ces 80 tonnes qui sont utilisées par an, c'est vraiment dérisoire par rapport aux 3000 tonnes qui sont minées par an. Mais ça crée quand même un plancher de la demande physique. Le prix de l'or pourra pas descendre à zéro, alors que le Bitcoin, si jamais tout le monde décide d'arrêter d'y croire, potentiellement. Ensuite, un autre gros avantage de l'or, c'est que son statut légal est très clair. Il n'y a aucun risque qu'il soit reclassifié, parce que ça fait des milliers d'années qu'il est là, et il ne devrait pas y avoir de gros changements réglementaires prochainement, alors que pour le Bitcoin, rien n'est moins sûr. Le prochain point fort de l'or, c'est qu'il n'y a aucun risque technologique qui est lié à lui. Alors que pour le Bitcoin, même si la majorité de ces risques pourront être gérés et des solutions proposées, c'est quand même vrai qu'il y a des risques, notamment le risque quantique. Je vous laisse aller voir la vidéo d'Asher sur le sujet si vous voulez rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'il y a quand même des risques, alors que pour l'or, on n'en a aucun. L'avant-dernier avantage de l'or, c'est que c'est une couverture très forte contre l'inflation. Il y a beaucoup d'études qui confirment que sur le long terme, ça permet largement de se protéger contre l'inflation. Et enfin, le dernier avantage, c'est qu'en général, lors des crises, l'or est décorrélé des actions, et donc ça sert vraiment de valeur refuge quand il y a des chocs sur le marché. Alors selon vous, qui gagne ce match entre l'or et le Bitcoin? Avant de se projeter dans l'avenir, faisons un petit point sur la situation actuelle. Où est-ce qu'on en est niveau capitalisation des actifs, adoption, et ce que les chiffres nous disent en 2025? Eh bien, d'un point de vue capitalisation, l'or est largement au-dessus du Bitcoin, il n'y a pas photo, alors que la capitalisation totale de l'or déjà miné est de presque 25 trillions de dollars. Pour le Bitcoin, on est un peu plus de 2 trillions, ce qui fait que la capitalisation totale de l'or est plus de 10 fois plus importante que celle du Bitcoin. Et si le Bitcoin se retrouvait avec la même capitalisation que l'or, on aurait un prix pour un Bitcoin de plus d'1 100 000 dollars. Ça fait rêver, mais soyons lucides, ça risque pas d'arriver sur le court terme. Maintenant qu'on a vu les fondamentaux, on va passer à la partie un peu plus spéculative de la vidéo. Jusqu'où le Bitcoin pourrait aller si certains scénarios se réalisent. Déjà, je vais commencer par vous donner quelques chiffres assez intéressants sur le Bitcoin et son adoption. Pour commencer, on estime qu'il y a environ 1,5 million de personnes qui ont plus que 1 Bitcoin. Donc franchement, félicitations à eux, malheureusement, j'en fais pas encore partie, j'espère un jour. Ensuite, comme je pense que vous le savez tous, il y aura seulement 21 millions de Bitcoin, pas plus. Et parmi ces 21 millions, les portefeuilles qu'on attribue à Satoshi Nakamoto, le créateur anonyme du Bitcoin, on estime qu'ils contiennent un peu plus de 1 150 000 Bitcoins. Et parmi ces 21 millions de Bitcoin, il y en a 2,9 millions qui n'ont pas bougé depuis plus de 10 ans, dont les 1,15 millions de Satoshi.
Donc si on estime que sur ces presque 3 millions de bitcoins qui n'ont pas bougé depuis 10 ans, il y en a 2 millions qui ont été perdus, qui ne bougeront plus jamais, je pense que c'est quand même une estimation assez pessimiste, il y en aura sûrement plus, eh bien il nous reste 19 millions de bitcoins. Et sur la planète, il y a 58 millions de millionnaires. Je vous laisse faire le calcul, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Et si ces 58 millions de millionnaires devaient se répartir les 19 millions de bitcoins, ça ferait 0,32 bitcoins par millionnaire. Maintenant, c'est bien beau tous ces chiffres, mais ce qu'on veut savoir, c'est comment pourrait évoluer le prix du bitcoin. Et bah depuis récemment, BlackRock recommande d'avoir 2% de son portefeuille alloué au bitcoin. Petit aparté intéressante d'ailleurs, BlackRock recommande d'avoir entre 2 et 5% d'or, donc c'est quand même des allocations assez proches, même si c'est vrai que pour être honnête, d'après BlackRock, le bitcoin ne va pas servir comme valeur de refuge, mais justement pour apporter un peu de risque dans le portefeuille. Donc BlackRock recommande à tout le monde d'avoir 2% de bitcoin dans son portefeuille, et le patrimoine combiné de tous les millionnaires est de 213 milliards de dollars. Donc qu'est-ce qui se passerait si tous les millionnaires commençaient à suivre les conseils de BlackRock? S'ils étaient tous un peu plus prudents que BlackRock et qu'ils mettaient seulement 1% de leur portefeuille en bitcoin, on arriverait à un prix du token de 112 000 dollars. Quand on arrive à 2%, la recommandation de BlackRock, on passe à 224 000 dollars. Et vous voyez qu'en fonction de l'allocation qu'auront tous les millionnaires en bitcoin, ça peut largement changer la donne. Et si tous les millionnaires décident de mettre 5% de leur portefeuille en bitcoin, on arrivera à un prix de 560 000 dollars pour un bitcoin. Maintenant, s'il n'y a pas que les millionnaires qui décident d'investir 2% de leur fortune en bitcoin, mais toute la planète. La fortune combinée de tous les individus est de 500 000 milliards. Et si toute la planète décidait de mettre 1% de son argent en bitcoin, on aurait un prix du token de 260 000 dollars. Si tout le monde mettait 2%, comme c'est recommandé par BlackRock, on arriverait à un prix pour un bitcoin de 500 000 dollars. Et soyons fous, si tout le monde mettait 5% de son portefeuille en bitcoin, on arriverait à un prix par bitcoin de 1,3 million de dollars. Évidemment, personne ne peut prédire l'avenir, mais ce genre d'exercice permet de mieux visualiser les ordres de grandeur. Le bitcoin remplacera-t-il vraiment l'or? Difficile à dire. En revanche, il prend clairement une place à part dans le paysage des actifs. Alors selon vous, est-ce que le bitcoin a vraiment une chance de détrôner l'or un jour? Ou vous avez du mal à comprendre tout cet engouement? Dites-le en commentaire, je serais curieux de lire vos avis. Et si la vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à partager la vidéo à quelqu'un qui doute encore de la crédibilité du bitcoin. Merci d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine. Si tu veux comprendre pourquoi ton ETF fait moins bien que l'indice dans lequel tu essaies d'investir, clique sur cette vidéo qui explique l'impact du taux de change et est-ce qu'il faut se couvrir de ce risque. Sinon, abonne-toi.